Bienvenue à tous, merci d'être présents. Donc on est là, comme l'évoquait Mathieu, pour parler de la facture électronique. Si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour le sujet, a priori. Est-ce que déjà vous avez entendu un peu parler de quoi il s'agit, de la facture électronique? Qu'est-ce que ça implique pour vous ou pas? Un petit tour de table rapide. C'est vrai qu'ils veulent se manifester pour répondre à ces questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà mis en place quelque chose dans votre entreprise ou pas? Pas du tout? Non? On en est vraiment qu'aux prémices? Bon. On est là, justement, comme l'évoquait Mathieu, pour vous donner quelques infos. Alors, on ne va pas rentrer vraiment en profondeur. On est là avec vous entre 1 heure et demie. Donc, c'est un sujet qui est assez large. Mais l'idée, c'est de vous donner quand même pas mal de petites informations. Pas trop techniques, encore une fois, mais d'ordre général, le calendrier de mise en place. D'ordre général et pratique. Voilà, les outils qui vont s'offrir à vous pour gérer la facture électronique. Nous, chez Axence, on est un groupe de 5, un GT, un groupe de travail. On travaille tous les 5 sur cette thématique. Donc, il y a à la fois Maureen, Carole, Sandrine Clodinon, Mathieu et moi-même qui intervenons sur ce sujet depuis à peu près 1 an et demi. Et à savoir que Sandrine Clodinon, qui est la comptable d'Axence, en fait, et de tout le groupe Axence, qui travaille en binôme avec moi. On est un petit peu sur le sujet depuis un petit peu plus longtemps, parce qu'on teste un outil depuis début 2021. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qu'on essaye de se coller au sujet pour commencer à avoir un petit peu tous les impacts sur notre organisation. C'est ça, au niveau vraiment d'un outil pratique pour gérer la facture électronique. Premier élément, qu'est-ce que la facture électronique? Souvent, quand on pose la question à nos clients, vous avez cette définition en tête, les gens nous disent, moi je fais déjà de la facture électronique parce que je fais du PDF et que j'envoie par mail. Alors, c'est une facture dématérialisée, ce n'est pas une facturation électronique, ça c'est bien différent. La facture électronique, pour qu'une facture soit électronique, elle doit être créée, envoyée, émise et reçue et traitée sous format électronique. Et ça n'induit pas forcément un format PDF, mais ça induit, on verra après, un format structuré de données encodées dans une facture, avec un format un peu plus électronique que dématérialisé pur. Et tout son cycle de vie à la facture qui doit être dématérialisé pour avoir la reconnaissance de facturation électronique. Donc depuis l'émission jusqu'au traitement final et au paiement. Et il y a une notion qui est assez importante que vous devez retenir, c'est que le moyen de transmission d'une facture, pour qu'elle réponde au cahier des charges de la facture électronique, il faut que cette facture, elle passe par une plateforme. On va en parler pas mal des plateformes après, mais il va falloir nécessairement que le schéma de transmission d'une facture, pour qu'elle soit électronique, passe par une plateforme entre un client, entre un fournisseur et un client. C'est pour ça qu'on ne sera pas beaucoup par l'envoi par mail, mais vraiment sur ces plateformes qui sont une sorte de carrefour d'échange de factures entre des clients et des fournisseurs. On vous enverra le support, on ne va pas le lire, hein. On vous l'enverra, vous le lirez si vous voulez à tête reposée. Et puis si vous avez d'autres questions. De manière générale, vous avez le support, mais vous avez accès à pas mal d'informations sur notre site internet. Il y a un livre blanc qui est assez détaillé sur le sujet de la facturation électronique. Vous devez tous être concernés, mais on communique aussi sur les courriers qu'on vous envoie quand on termine les comptes annuels de vos structures. Donc voilà, on a accès sur plusieurs supports, sur plusieurs canaux à la communication sur le sujet. C'est un sujet qui est d'actualité, qui va devenir de plus en plus important d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aller chercher un peu plus d'informations en profondeur, notamment sur notre site internet. Au niveau du calendrier de mise en place, il y a 3 temporalités et 2 notions. Une notion de réception et une notion d'émission. On parle de 3 temporalités. Pourquoi? Parce qu'on va découper les obligations qui incombent aux sociétés en fonction de leur taille. On a les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par grande entreprise? C'est plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Levez la main, ceux qui répondent à l'UPR. Ah, ben oui. Donc, vous n'êtes pas concernés par ce type de structure. Les ETI, c'est. Alors, on a quand même au sein d'Axence, mais c'est quand même plus à la marge. Le volume de chiffre d'affaires d'une ETI, je crois que c'est 250 millions. 400, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 400 et 250. C'est 250 salariés et 400 millions. Et puis après, nous concernant, on va dire Axence au
nos clients, le cœur de notre clientèle, le cœur de notre clientèle, 99% de nos clients en tout cas, sont concernés par le seuil des TPE, PME, et elles vont être concernées en émission, et on va rentrer un peu plus dans le détail, de manière un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe la taille de votre entreprise, que vous fassiez 1 euro de chiffre d'affaires ou 3 milliards, vous allez être concerné par la première temporalité. Vous allez être dans l'obligation de recevoir des factures sous format électronique. À partir de quand? À partir du 1er juillet 2024. Qu'est-ce que de recevoir ou d'être en mesure de recevoir? C'est ça. Ça signifie que toute entreprise dans le champ de la TVA, qu'est-ce que ça veut dire dans le champ de la TVA? C'est-à-dire une entreprise qui est assujettie à la TVA, qu'elle soit redevable de la TVA ou exonérée. Par exemple, un médecin, on peut se dire qu'il ne collecte pas de TVA, mais il est quand même dans le champ de la TVA. C'est-à-dire qu'il est concerné par cette mesure. Ce qu'il faut retenir par là, c'est que toutes les entreprises sont concernées, sauf les banques et les activités financières. Voilà. Et les holdings passives, c'est-à-dire les holdings purement financières qui n'ont pas d'activité à proprement parler, d'activité de facturation, la détention de parts, il n'y a pas d'activité. Et les particuliers. Voilà. Mais sinon, ça touche très très largement. Les associations aussi. Alors, et certaines associations. Alors, les associations, on va dire, basiques, loi 1905, quand il n'y a pas de dépôt des comptes et quand elles ne sont pas fiscalisées, je pense qu'elles ne seront pas concernées. Par contre, dès qu'il y a une notion de fiscalité, que ce soit TVA, IS et qu'il y a une comptabilité, à mon avis, on va rentrer dans le champ de la facturation électronique, elles seront concernées. Les STI, par exemple? Oui, les STI seront concernées dans le champ de la TVA. Ouais. Très très large finalement. Les entreprises qui sont concernées par la mesure, elles sont. Le côté qu'on évoquait en préambule, qui est quand même maintenant un petit peu d'actualité, je ne vais pas dire urgent, parce que ça a un côté inquiétant, mais d'actualité, c'est juillet 2024. Et quand on dit d'être en mesure de recevoir, c'est que vous avez tous, on a tous, des factures d'Orange, de Bouygues, de SFR. Ça, ce sont des grandes entreprises. Et donc, eux, à partir de juillet 2024, ils vont vous envoyer les factures via leur plateforme. Ils vont faire la facturation électronique. Ils seront obligés de vous envoyer leurs factures via une plateforme. Donc, en fait, il faudrait à ce moment-là que vous ayez vous-même souscrit ou ouvert un compte sur une des plateformes existantes pour être en mesure de recevoir ces factures-là. Ces entreprises-là, aujourd'hui, la plupart vous disent allez vous connecter sur votre compte, sur notre page et vous récupérez vos factures. Ça c'est pas de la facturation électronique. Voilà. Donc, on ne sait pas encore comment ils vont s'organiser, mais logiquement, ils ne vous diront plus allez récupérer votre facture vous-même. Ils sont obligés de vous l'envoyer sur ces. Ils vont faire les deux. Ils feront les deux parce qu'elles seront disponibles, parce qu'on a notamment tous les particuliers, ils vont garder leur système. En tout cas, pour des entreprises, à partir du moment où ils auront un sirène déclaré par rapport à un compte, les factures transiteront par ces plateformes-là et vous devrez être en mesure de les recevoir par ce biais-là. Donc c'est important dans ce que dit Mathieu, c'est qu'à partir du 1er juillet 2024, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devrez être inscrit sur une plateforme pour être en mesure de recevoir les factures émises par les grandes entreprises. On contracte tous avec de grandes entreprises. Bon, après, le calendrier mis en place pour les ETI en émission s'applique à partir de juillet 2025 et vous, concernant normalement les TPE-PME, ce sera à partir de janvier 2026. Mais là, l'urgence, mais le prochain travail, c'est vraiment d'être inscrit sur une plateforme pour être en mesure de pouvoir recevoir les factures sous forme électronique. À noter qu'on a un petit peu de temps, mais que j'en ai besoin d'un plus, on y sera vite aussi, et c'est-à-dire qu'on va évoquer avec vous après plus tard, mais c'est la notion d'émission, c'est-à-dire que ça implique la mise à jour de logiciels de facturation et de l'organisation. On verra après, mais ça va changer vos. Parce qu'on ensuite je réponds aux invités. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant? c'est par rapport à la plateforme. Oui. On est en plein dedans. Ce sera une plateforme commune. Ça aussi, on va répondre à la question par la suite. On va plus tard. Mais si vous avez encore des questions, je sais pas Marielle. Et en cas de non-inscription en juillet 2024, comment ça se passe? Alors, il y a des sanctions qui sont prévues. C'est
En juillet, oh, ouais. Il y a des sanctions qui sont prévues, vous n'avez plus en tête, mais en fait, alors nombre de documents. Alors, je pense que les sanctions, à mon sens, les sanctions, elles vont plutôt concerner les défauts d'émission. Donc, je pense qu'on a un petit peu de temps, c'est si vous devez émettre et vous n'émettez pas, vous avez des sanctions. C'est assez élevé, c'est un montant par document. Je sais que c'est plafonné annuellement à 15 000 €. Donc, peut-être que les ETI, eux, 15 000 €, c'est pour ça qu'on se dit, je ne sais pas comment ils vont être organisés en fait. Et est-ce qu'ils vont prendre du retard sur 15 000 € à l'année, le plafond? Mais pour vous et vos structures, 15 000 €, c'est quand même pas la même. Donc, et à limiter aux documents non émis, c'est assez dissuasif quand même. Voilà. Donc, je pense qu'on a entre guillemets un petit peu de temps, et le fait d'être, on va dire, sur une plateforme assez rapidement, ça permettra D'avoir une certaine organisation pour mettre d'avoir un peu de temps pour s'organiser. Après, la difficulté, c'est que si ils appliquent le règlement qu'ils sont censés l'appliquer, c'est fait un bruit grand. C'est que logiquement, ils ne sont pas censés vous envoyer leur facture sous un autre biais que celui-ci. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, potentiellement, vous ne pouvez pas recevoir leur facture. Donc, on reviendra sur votre question juste après. Le contexte lié à la facture électronique, finalement, ce n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une volonté d'harmonisation au niveau européen. Il y a d'autres sujets que la facture, mais c'est une harmonisation, entre autres, des flux de facturation à dimension européenne et même mondiale, puisqu'on a d'autres pays tels que le Chili, le Pérou, le Mexique, qui sont déjà passés sur le format de la facture électronique. En France, on est très en retard. Il n'y a que l'Allemagne en Union européenne qui sont encore plus en retard. Bon, la genèse de la facture électronique, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA. Donc, on est quand même dans un pays assez structuré. On a le fisc qui joue quand même bien son rôle en France, qui va récupérer quand même, qui est plutôt bien équipé pour récupérer la TVA, mais on est quand même du coup de ce fait un peu en retard par rapport à d'autres pays qui sont déjà passés sur la facture électronique, et en Union européenne, on la Belgique, l'Espagne, l'Italie, Le Portugal aussi, qui sont déjà passés depuis quelques années sous la facture électronique. Alors avec des fonctionnements parfois un petit peu adaptés à leur pays, leur organisation, leur culture, mais ils sont déjà sous un format de facturation électronique. Là, le calendrier qui est affiché ici, on vous présente, c'est le calendrier qui est plutôt les dates clés, on va dire, françaises. Et avant 2008, en fait, les jalons de facturation électronique ont été posés au niveau de l'Union européenne. C'est ce qui a servi de base justement aux autres pays pour avancer. Et la France et l'Allemagne notamment sont arrivés un peu après, parce que je pense qu'ils attendaient là aussi un peu comment ça se passait ailleurs. Il y a des pays, notamment l'Italie, où ça a été assez brutal. Eux, ils sont passés du jour au lendemain, presque sans préparation, et donc c'était très, très, très compliqué pour l'économie. On a pu échanger, quand on préparait notre sujet avec le groupe pareil, avec un expert comptable en Italie, qui nous a montré que certains de ses clients n'avaient pas pu facturer, par exemple, pendant 9 mois. Parce qu'ils ont prévenu, peut-être 6 mois avant, de dire voilà, le 1er janvier, on passe en facturation électronique, vous devez envoyer toutes vos factures comme ça. Les éditeurs n'étaient pas prêts, le logiciel, donc en fait, c'était très, très compliqué, et ça a été vraiment un vrai problème en termes d'organisation, parce que ça a été brusque et pas vraiment préparé. Et quand on discute avec eux, ils ne veulent pas revenir en arrière. Non. Plutôt été bénéfique pour l'économie. Alors, il y a une date qu'on n'a pas écrite, mais qui est finalement importante à retenir, c'est en 2014, une fameuse loi Macron, déjà, à l'époque, qui visait à instaurer la facture électronique en France. Donc, en 2014, ça fait presque déjà 10 ans, on aurait déjà dû passer sous format électronique au niveau de la facture. Ça a été avorté, ça a été repoussé. Le calendrier, avec le Covid, a un peu été bougé, puisque l'obligation, on a évoqué justement en termes de juillet 2024, de timing, aurait dû être non pas au 1er juillet 2024, mais au 1er janvier 2023. Normalement, on devrait déjà être dedans, mais le Covid a repoussé un petit peu les choses. C'est pour ça qu'on communique que maintenant, tout simplement. Donc, il y a, dans les détails clés des notions autour de la facture électronique, on a la fameuse plateforme Chorus Pro. Vous devez très certainement connaître, pas forcément être utilisateur, mais ça a déjà dû être un sujet que vous avez abordé. Ça concerne ce qu'on appelle le B2G, B2G, le Business to Government. C'est une entreprise avec le secteur public, toutes les transactions entre les entreprises privées et l'administration sont rendues obligatoires de la plateforme Chorus Pro. Et puis après, on a le calendrier qui se déroule entre 2024 et 2026
la mise en place de la facture électronique pour toutes les entreprises, peu importe leur taille et peu importe si elles travaillent avec le secteur public. Ça marche mieux. Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose à retenir de votre part, mais sachez que la facture électronique, elle est encadrée juridiquement par l'article 289 bis du CGI. Donc, cet article prévoit effectivement une obligation de facturer. Et retenez peut-être ce mot, c'est le e-invoicing. Il y a une notion, dans la facture électronique, il y a deux notions. Il y a une notion de e-invoicing, on bien parler anglais, et une notion de e-reporting. On ne va pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, ce sera plutôt l'objet d'une deuxième matinale probablement. Mais retenez que l'obligation de e-invoicing, c'est l'obligation de transmettre des factures électroniques d'un point A à un point B, donc d'un fournisseur à un client. Le invoicing, alors je pense que les mots anglais, c'est justement par rapport à la norme européenne, c'est pour que ça parle à tout le monde. Et voilà, invoicing, c'est la notion de la gestion des factures. Reporting, c'est une autre obligation qui est dans cette loi, je pense à la facturation électronique, et dans cet article du Code général des impôts qui va imposer aussi à tout le monde. Pour ceux qui seraient éventuellement pas obligés d'émettre leur facture en invoicing, mais en tout cas de pousser sur la plateforme à destination de l'administration d'autres éléments de leur activité en fait. Ce qui peut être intéressant à retenir, parce que potentiellement vous êtes concerné par ce qui est écrit là, c'est qu'on a une obligation de e-invoicing, d'émettre des factures sous format électronique quand on travaille avec des assujettis à la TVA et que la facture est établie en France, mais peut-être que vous, dans vos entreprises, vous travaillez avec du particulier ou alors avec des entreprises qui ne sont pas domiciliées en France. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas de la facture électronique qu'on va gérer, c'est du e-reporting. C'est des notes. Enfin, encore une fois, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il faut retenir que les flux de facturation, vos flux de facturation, in fine, vont terminer à l'administration fiscale. Pour lutter contre la fraude à la TVA. Ils veulent connaître votre activité en temps réel. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un autre exemple qui parlera peut-être plus. Je ne sais pas si vous êtes restaurateur, par exemple, mais en restauration ou en commerce, en fait, aujourd'hui, vous avez une caisse et il y a des obligations de caisse avec les tickets Z. Le e-reporting, ce sera ça aussi, parce que du coup, quand on est un commerçant et qu'on a une caisse, on n'a pas de facture, on ne fait pas de facture, mais par contre, on a une caisse et cette caisse, on l'a connectée sur la plateforme pour remonter les informations. Ça c'est le e-reporting. C'est remonter l'information journalière de son activité sur la plateforme qui permet au gouvernement de savoir en temps réel l'activité et prendre le pouls de l'économie aussi. Ça concerne, comme tu viens d'évoquer, un restaurateur qui facture à du particulier, mais aussi quand on facture hors de France. C'est ça qui est important pour vous, peut-être qui est présent. Vous ne travaillez pas forcément avec du particulier, mais probablement vous facturez à un Allemand, à un Américain, je ne sais pas. Et là, qui n'est pas assujetti en France. Qui n'est pas assujetti en France, quelqu'un qui n'est pas assujetti en France, et là va rentrer la notion de e-reporting. Ok, vous êtes clair sur le sujet? Vous n'avez pas de questions? Bon. Aujourd'hui, majoritairement en tout cas, on a ce type de facture. Donc du PDF, encore beaucoup trop d'Excel et de Word, et puis encore de la facturette à la main. On en a encore quelques-unes à facture à la main. Ouais. On en a encore beaucoup. Demain, quand tout le monde sera dans l'obligation de passer sur la facture électronique en émission, donc là sur les temporalités différentes en fonction de la taille, 2024, 2025, 2026, on va passer sur un format un peu hybride. Alors il y aura trois formats qui vont se dessiner. Le format UBL, ça ce sont des formats numériques en fait. des formats numériques, voilà. Ils ne vont pas les apprendre par cœur. UBL, FactureX et C2I. Vraisemblablement, et le plus simple, a priori, ce sera la facture X. Pourquoi la facture X? Parce que c'est un format de facture qui est mixte et qui est lisible à la fois par l'œil humain, sous format PDF, et par une machine, puisqu'un fichier XML est encapsulé. Alors un fichier XML, c'est un format, c'est un petit fichier texte en fait, qui est un fichier texte qui est encapsulé, caché, qui est encapsulé un fichier PDF et qui va contenir des données structurées, bien ordonnées, qui répond à un certain cahier des charges, et qui, lui, ce fichier XML, va pouvoir être
analysé et lu par une machine, par un ordinateur ou par un logiciel. Un logiciel pour ça. Le factoring, donc la fameuse nomenclature, voilà, ça c'est normé par l'Union européenne. Justement, ça fait partie des critères qui ont été définis par l'Union européenne. Et si vous voulez un exemple, regardez les factures que vous recevez d'Axence. Ce sont des factures X. C'est-à-dire que vous voyez, vous, un PDF. Si vous avez fait attention, vous avez un petit bandeau bleu qui s'affiche quand vous les recevez, répond à la norme PDF A. Et ben, elles sont émises au format facture X avec un petit fichier XML qui est encodé dedans. Que vous ne voyez jamais. Mais Quand on rentre dedans, on potentiellement, oui, non, parce que c'est des données texte en fait, et c'est du langage informatique en fait. Il n'y a aucune mise en forme, ça déroule du texte avec tous les champs obligatoires qui ont été définis dans le cahier des charges de la facture X. Justement, parmi ces champs obligatoires, on ne les a pas tous cités, encore une fois, il faut les connaître par cœur, mais finalement, c'est les informations légales d'une facture, donc le SIREN, l'entreprise, ou SIRET, l'adresse, la date d'échéance, le montant hors taxe, la TVA, etc. Donc tout un tas de champs, donc, au nombre de 26 aujourd'hui, qui peut potentiellement évoluer dans le futur. Mais toutes ces informations seront à la fois écrites sur le PDF, sur la facture, mais surtout, on aura l'information directement dans le fichier XML qui sera encapsulé dans la facture. Ce qui fait que ces données-là, elles seront transmises a posteriori, on le verra dans un schéma qu'on voit après, à l'administration fiscale, et c'est pour cette raison que l'administration fiscale aura quasiment en temps direct les informations de facturation de l'économie française. Alors pour ceux qui sont toujours un peu à l'ancienne sur des formats de facturation hors logiciel, c'est-à-dire à la main, Word, Excel, Word, sachez que nous, on propose un logiciel de facturation qui est aux normes, qui émet déjà des factures sous format Facturix, qui est très simple d'utilisation, Très simple à mettre en place. qui est personnalisable, on peut mettre le logo, etc. Enfin, voilà, c'est hyper simple. Une petite formation de quelques heures par David Bourdier qui est spécialiste dispensé. Mais si vous n'avez pas encore sauté le pas sur un logiciel, ça peut être un atout intéressant pour vous. Donc c'est un logiciel qui s'appelle MEG, Mon Expert en Gestion, et qui est très simple d'utilisation, qui est en mode SaaS. Donc on se connecte sur Internet, on accède à notre logiciel avec un identifiant et on peut faire des devis. Ouais, mais c'est ça. Il est simple, mais il est assez complexe. Effectivement, on peut aller du devis jusqu'à la facture, on peut gérer des acomptes, on peut gérer des contrats avec une récurrence, on peut faire la relance, voilà. Donc on peut gérer des factures qui sont automatiques. Par exemple, tout à l'heure on parlait de la SCI, une SCI qui renvoie des factures parce qu'on a de la TVA. On peut paramétrer, bien, tu vas me faire une facture tous les mois et en automatique. Je ne sais plus qui c'est qui pose la question, d'ailleurs. C'est par là-bas. Bon, sachez en tout cas, oui, c'est personnalisable. Effectivement, il y a une trame de facture, mais par contre, après, on peut la personnaliser avec le logo, certaines mentions obligatoires. Alors, il n'est peut-être pas adapté sur certains métiers très spécifiques, quand il y a des obligations très spécifiques qui peuvent être liées à vos métiers, mais très honnêtement, il peut s'adapter assez largement à la plupart de vos activités. Mais sachez-le, si vous n'avez pas de logiciel, il fonctionne plutôt bien, très très bien même, et au niveau d'Axence, il me semble qu'on vous met à disposition pour une chose assez modique. Alors, bonjour, on ne pourra plus antidater de quelques jours les factures clients. Non, alors c'est pas top d'antidater, ça c'est certain. Ce qui est déjà plus le cas normalement aujourd'hui. Ouais, quand on est sur un logiciel qui répond à une norme classique, nous d'ailleurs, non, on n'a pas le droit de. C'était déjà la loi de 2019, je crois, il y avait déjà une loi en 2019 pour lutter contre la fraude à la TVA qui avait contraint les logiciels à être un peu plus rigides, les logiciels de facturation à être un petit peu plus rigides. On arrive encore à voir sur certains de nos clients si le logiciel que vous utilisez n'est pas mis à jour, s'il n'y a pas de maintenance qui est souscrit et que le logiciel n'est pas mis à jour, vous pouvez peut-être encore antidater certaines factures. Ou alors ça marche très bien si vous le faites sur Excel, effectivement, mais non, c'est déjà plus toléré à date aujourd'hui. En fait, certains, ça dépendra surtout de votre logiciel de facturation. L'antidater,
le fait d'antidater une facture, ce sera en fonction de votre éditeur. Mais malheureusement, une clôture le 31 décembre et que c'est un dimanche, il va falloir venir. Après, ça dépend ce qu'on appelle antidaté. Aujourd'hui, sur un logiciel, je pense qu'ils sont tous à peu près pareils. Ils n'obligent pas forcément à facturer le jour même. Non. Mettons qu'on soit le 5 avril. Si vous n'avez pas émis de facture datée du 5 avril, vous pouvez peut-être. Enfin, Si la dernière facture mars, on peut faire une vous pouvez encore facturer le 31 avant le 5 avril si vous n'avez pas mis de facture entre-temps. Mais par contre, si vous avez fait une facture du 5 avril, vous ne pouvez pas en faire une derrière du 31 mars. C'est pas possible. Si à la clôture, on a déjà fait une facture du 3 janvier et qu'on veut revenir à une facture du 31 décembre, ça me semble compliqué. Mais ça, normalement, ça va pas bouger. Non, mais ça, c'est déjà actif. Ça, normalement. Mais actuellement, où certaines factures sont encore faites sur Word, Excel ou à la main, c'est toujours encore ce que tu veux. Donc voilà. Mais c'est sûr que ça sera plus bien possible. Excusez-moi, sur les mentions de la facture électronique, est-ce qu'on a des informations sur la nature des produits vendus? Sur la nature des produits vendus, Je sais pas, de la prestation ou quel type de matière ou non, quel type de pas forcément. Je crois pas qu'il y a pas d'analyse. On a la liste Corps des de champs. la- Sur le total TTC, hors taxe, etc. Mais le détail. Oui, Ouais, sur mais la- c'est l'adresse Après, du client, c'est le numéro de SIREN, Vraiment les informations c'est légales. les Ouais. numéros de TVA, vous savez, Je les ai lus les 26 et ça va pas. Je n'ai pas souvenir de cette information. Après, on peut avoir cette fameuse information quand on gère de l'EDI. Et c'est souvent ce qui se passe dans la grande distribution où ils sont déjà en fait un peu en avance par rapport à ce sujet-là et qu'ils émettent finalement des factures non plus au format papier, mais sur ni même PDF. ni même PDF, mais sous format EDI, échange de données informatisées. Et là, effectivement, on a une granularité, on sait ce qui est vendu pour faire de l'analytique en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà mis en place Et c'est pour des besoins spécifiques. entre les grands industriels et la grande distribution notamment. Ce système de facture EDI, c'est-à-dire qu'il y a plus de PDF qui circulent en fait, ça passe directement par des données numériques, ce qui fait que la grande distribution enregistre une facture, c'est tout détaillé avec le type d'achat, voilà, donc ça, eux, ils sont un peu en avance là-dessus, effectivement. Mais ça ne fait pas partie des 26 mentions. Mais le corps de la facture, non. Une question. Pardon, oui. Du coup, là, ces factures qu'on va recevoir sur une plateforme, on pourra la Télécharger. non, bien, elle va se reverser directement en compta ou comment ça va se passer? Il va y avoir. Ça dépend de votre organisation. Ça dépendra de notre organisation, de la plateforme que vous aurez choisie et de votre logique comptable. Ah, d'accord, ok. Mais il faut avoir les ça peut. D'accord. Nous, on le teste chez nous, on est sur une plateforme qui s'appelle jefacture.com Oui. et elle est directement intégrée avec notre logiciel de comptabilité. D'accord. C'est-à-dire que ça se déverse directement et on a la facture visuellement Ouais. et puis derrière, on a les données de la facturation qui s'incrémentent dans la comptabilité. D'accord. Le but, si vous êtes organisé pour, le Ouais. but, c'est L'écriture sera liée avec la facture. Exactement. Non, alors techniquement, non, là aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est Alors, c'est pas une écriture qui est lancée, mais c'est en fait facturation. la facture avec toutes les données qu'elle comporte sont poussées vers le logiciel de comptabilité. C'est lui, en tout cas chez nous, et comme on est organisé avec notre logiciel, Oui. c'est le logiciel qui analyse justement le fichier XML avec toutes les données Et qui crée finalement, l'écriture. qui crée l'écriture avec le paramétrage qu'il Voilà. connaît dans le logiciel Oui, comptable. voilà, donc. C'est pas la plateforme, C'est pas la plateforme qui crée l'écriture. c'est pas Ouais, le oui, Mais logiciel vos comptable. factures de vente, en fait, vous les passez par la plateforme pour les intégrer dans votre compta? Aujourd'hui, non. Non, pas les factures de vente. C'est ça, on a les factures d'achat. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'on a testé aujourd'hui depuis 2 ans, c'est plutôt la gestion des D'accord, ok. factures en soi de nos fournisseurs. Mais Mais en 2026, comme vous tous, il faudra aussi qu'on passe là et techniquement, et peut-être qu'on le fera même avant, parce que quelque part, vous tous, vous allez devoir commencer à être sur des plateformes à partir de 2024, on l'a dit. Donc ça veut dire que techniquement, nous, on pourra aussi commencer à tester, dire on déploie nos factures sur la plateforme, parce que si vous êtes inscrit, nous, on est tous sur la plateforme, logiquement, elles seront distribuées par la plateforme. Et pour répondre à votre interrogation, vos factures de vente, bon, elles transigeront par les Oui, non, plateformes, mais c'est mais ça. la comptabilisation, elle sera. Ah oui, c'est. Ah bah non, la automatique, c'est aujourd'hui. La comptabilisation, ça passera directement de votre logiciel de Voilà. gestion. On va pas remettre en question ce qui marche jamais. Oui, non. C'est plutôt pour la distribution, l'émission en fait. Oui, oui. On posera sur la plateforme. Mais après, en fonction des plateformes, en fonction de votre outil comptable, on n'a pas forcément la même mécanique qui s'établit. Mais Parce qu'il y a des, il y a des plateformes qui en fait poussent de manière innée des écritures comptables. Il faudra qu'on les édite quand même à chaque fois qu'on va recevoir. Les éditer, c'est-à-dire Bah, bon.
Oui, pour qu'on imprime Non. nos factures. Ouais, je pense qu'on y viendra après. C'est en fonction de votre organisation, encore une Ouais, fois. c'est dommage de les imprimer après. C'est très dommage, ouais. Ah Vous verrez après, en fait, ce que c'est ça va, au sens large, ça va impacter l'organisation des entreprises et logiquement, non. Il n'y a plus de sens de les imprimer après. Mais on le verra après quand on va évoquer la Finalement, on parle plutôt d'une nouvelle organisation que d'un outil. Hein. Enfin, c'est un outil qui pousse à une autre organisation. Oui. Et oui. Et oui, malheureusement. Désolé. Oui, mais ça vous coûte. C'est ça Mais ça fera économiser quand même. On va. Je crois pas trop. La dématérialisation des documents, enfin, il y a plein de trucs et on édite quand même pas mal de choses. Hein. Ça, c'est en fonction de notre organisation. Nous, on éditait en étant dématérialisé. Oui, non, mais pour l'instant, on reçoit des factures PDF, on les édite bien pour avoir une trace. Pourquoi? Vous les stockez où sinon? Bah, Mais là, avec des trucs comme ça. On avance parce que tout est répondu. Je me permets, on va avancer un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions qui sont répondues sur l'issue de la présentation. Juste au niveau du délai de conservation, on reste ISO. Oui, ça sera encore aujourd'hui. Il y a un délai de conservation qui est imposé de 10 ans pour les factures. Ce sera géré là aussi par les plateformes. Elles seront accessibles sur la plateforme pendant 10 ans, de manière dématérialisée. Donc, pour les imprimer, si vous voulez. Dire ça, c'est pas le but. Un petit état des lieux rapide. Aujourd'hui, en France, il y a 4 millions d'entreprises qui sont assujetties à la TVA, comme beaucoup d'entreprises. Il y a 2,5 milliards, non pas d'euros, mais de nombre de factures émises chaque année en France. Aujourd'hui, Qui représente à peu près 3 000 milliards le PIB de la France, à peu près 3 000 milliards. voilà. Aujourd'hui, il n'y a que 100 millions d'euros de ventes en B2G, donc qui sont censés passer par Chorus Pro. Donc on voit très clairement qu'entre 100 millions et 3 000 milliards de chiffre d'affaires, il y a quand même un gros différentiel. Il va très beaucoup de flux intégrés aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de flux qui transite par ces plateformes. Demain, il y en aura beaucoup plus. C'est simplement pour vous sensibiliser au fait. On parle du coût de traitement qui va très certainement intéresser. J'ai l'impression qu'il ne va pas être très d'accord. Je sais pas. On a aujourd'hui, qu'on le voit ou non, un coût de traitement avec beaucoup de coûts cachés. Alors des coûts cachés et des coûts directs entre imprimer une facture, la mettre sous pli, la timbrer, l'envoyer. Donc ça, c'est du concret, c'est ce qu'on paye. Mais derrière, il y a tout un traitement administratif, humain, qu'on n'arrive pas forcément à valoriser. Là, il y a les études qui l'ont valorisé. Le quantifier, en fait. Le quantifier finalement le coût de traitement d'une seule facture. Entre 14 et 20 euros pour une facture en France et entre 5 et 10 euros pour une facture sortante. Avec la gestion des litiges, la gestion des relances, la gestion du paiement et le coût de trésorerie. On va le voir juste après. En gros, comment se décompose. Alors, c'est pas nous qui avons passé dessus. Attends, tu peux revenir parce que je trouve que c'était intéressant déjà. C'est-à-dire que les pourcentages, c'est-à-dire qu'une facture, il y a aussi le temps de traitement humain, notamment par les services comptables, avec le temps consacré à la saisie manuelle. Je pense que c'est ce que vous évoquiez. Et c'est ce que, normalement, la facturation électronique, avec les bons outils, va permettre de gommer en grande partie. Alors, cette répartition, c'est pas Accence qui l'a calculé, on s'est basé sur des études, mais aujourd'hui, le coût de traitement entre une facture fournisseur et une facture client, elle se décompose ainsi, avec quelque chose qui est assez intéressant et qui finalement recoupe avec la date clé de la LME, la loi de modernisation de l'économie dont on parlait tout à l'heure, qui date de 2008, c'est que le coût de trésorerie là, de 2 euros pour une facture client. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que quand on a de l'argent dehors, ça peut nous coûter de l'argent des fois. Parce qu'on a recours à du facteur, des découvertes bancaires. Eh bien, ça, la loi LME a déjà encadré les délais de paiement entre les entreprises. À limiter à 45 jours. D'ailleurs, il y a quelque chose qui était apparu, vous avez probablement dû voir aussi dans vos assemblées générales, avec l'obligation de communiquer sur les délais règlement client-fournisseur. Ça c'est lié à la loi LME, en fait. Et ce coût, alors on va parler des autres aussi, mais ce coût devrait tendre, pas zéro non plus, mais à baisser, puisqu'en faisant transiter des factures via des plateformes, le délai de paiement devrait être accéléré. Votre client ne pourra pas vous dire j'ai perdu la facture, je n'ai pas reçu, etc. Donc il va de manière automatique recevoir sa facture et normalement le paiement devrait s'accélérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tout sera chaîné,
Vous émettez une facture, pratiquement instantanément, votre client il va la recevoir sur sa plateforme. Donc, et presque pareil instantanément, si vous pouvez bien l'organiser, elle sera dans sa comptabilité, prête à être traitée, validée et payée. Donc, logiquement, enfin, en tout cas, c'est un des arguments. C'est un des arguments aussi, c'est que normalement, ça devrait accélérer les délais. Ça va accélérer le délai de traitement, mais ça va mécaniquement supprimer certaines tâches et accélérer d'autres process. Donc, on ne parlera plus de, par exemple, d'envoi de facture ou d'archivage papier. Ça, c'est des coûts qui vont complètement disparaître. Et puis après, on a d'autres postes de traitement qui vont mécaniquement diminuer entre la validation. Parce que quand on reçoit une facture, ça dépend de la structure de l'entreprise, mais souvent, on va la comparer avec un BL. On va le faire passer entre différents services, entre différentes personnes en fonction de la structure d'entreprise. Eh bien, avec des plateformes, ce schéma de validation va être accéléré et dématérialisé. On n'aura plus une facture qui va passer d'un bureau à un autre, physiquement, voilà, qui peut se faire. Voilà. On va accélérer ce traitement et le simplifier. Alors oui, probablement, il y aura un coût. Avec la plateforme, on verra juste après. Il y aura un coût ou pas, mais vraisemblablement, il y aura un coût, mais qui viendra finalement être compensé par d'autres qui vont largement, qui vont disparaître ou être réduits significativement. Donc, pour répondre à votre question, le coût, j'ai entendu, la solution de contexte, on est à 10 centimes la facture. 10 centimes la facture versus les coûts qui devraient être diminuer. Alors, encore une fois, on parle beaucoup de coûts cachés, mais on parle quand même de coûts. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que les 10 centimes, ce n'est pas juste de traiter une facture, c'est de traiter une facture. Aujourd'hui, comme elles ne sont pas toutes en format FactureX, donc il la transforme aujourd'hui, l'analyse, il la transforme en FactureX pour la mettre dans le bon format. Il applique un tampon, il la scelle, c'est-à-dire que le scellement d'un document, c'est comme la signature électronique, c'est pour un document intangible, immodifiable. Donc, c'est-à-dire qu'il met un tampon de l'ordre des experts comptables, parce que le facture, c'est une plateforme qui a été développée par l'ordre des experts comptables. Donc, il y a un tampon des experts comptables qui vaut scellement de la facture. Après, elle est archivée pendant 10 ans, en fait. Donc, les 10 centimes, c'est ça, c'est que le document, c'est son coût de traitement et son archivage pendant 10 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a plus le coût de l'archivage papier, des boîtes, d'avoir une pièce dédiée pour. Voilà. On est sur l'archivage numérique. Donc, le 10 centimes par facture, il comprend tout le traitement de la facture et pour 10 ans. C'est un coût direct. Donc là, on paye à l'éditeur pour Ça sera un coût de la plateforme, ça. Oui. Après, on ne maîtrise pas comment va évoluer le marché des plateformes. À titre d'exemple, en 2 ans, le coût de traitement il a pratiquement été divisé par 2. On est passé de 19 centimes à 10 centimes. En fait, ils sont en train, enfin, on les voit pas juste après, mais ils sont en train de travailler aussi sur leur modèle économique et savoir comment ils vont fonctionner eux aussi. Il y a d'autres plateformes qui raisonnent par un abonnement, peu importe le nombre de factures. Il y en a pour un mix. Un abonnement pour un mix. C'est temps par mois entre 0 et 100 factures par mois. Et après, ça passe à 30. Là, nous, la plateforme qu'on teste, c'est une facture est égale à 30 coûts de traitement. Des questions? Je pense qu'on va venir après sur les plateformes. Ça va être intéressant d'évoquer un peu les plateformes. Donc, deux notions. Tout à l'heure, on a évoqué le cas d'Italie qui, eux, n'ont qu'un seul choix, c'est une plateforme publique. Et en France, on n'a pas cette même obligation puisqu'on aura des plateformes privées et une seule et unique plateforme publique. Donc, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que dès juillet 2024, le 1er juillet 2024, chaque entreprise soumise à l'obligation, vous entendez presque toutes les entreprises, devront être inscrites soit sur une plateforme privée, soit sur une plateforme publique. Ce n'est pas obligé d'adhérer aux deux. Alors justement, là, on va pouvoir évoquer un peu plus largement la différence entre ces types de plateformes. Retenez juste les acronymes PPF, plateforme publique de facturation, et PDP, plateforme plateforme de dématérialisation partenaire. C'est les plateformes privées. Donc PPF public et PDP privé. Alors, on a essayé de matérialiser les avantages et les inconvénients entre la plateforme publique et les plateformes privées en se basant un petit peu sur l'expérience de Chorus Pro. Parce que la plateforme publique qui va exister, elle n'est pas encore sortie. Souvent, on dit que ça va être Chorus Pro, ce ne sera pas Chorus Pro. Dans le langage, effectivement, dans le langage
un peu averti quand on commence à se questionner sur la facturation électronique. On entend parler effectivement de Chorus Pro. Ça sera vraiment vraisemblablement pas Chorus Pro. C'est certainement pas Chorus Pro qui restera peut-être actif pour les liens directs avec l'administration. Mais par contre, il y aura une plateforme qui existera, qui sera gratuite. Et donc, n'importe quelle entreprise pourra choisir cette plateforme. Par contre, l'expérience de Chorus Pro nous montre que pas forcément très fluide. Déjà aujourd'hui, on n'a rien vu, ils n'ont rien montré, ils ont rien, il n'y a rien qui. La plateforme publique n'est pas encore sortie. Probablement, ils devraient être en train de la développer. Mais on n'a rien vu, sur la future plateforme. On peut faire le parallèle avec ce qu'on vit actuellement pour les avocats, pour les experts comptables. Voilà, exactement. On a Bienvenue papier. Voilà, exactement. En fait, depuis le 1er janvier 2023, le gouvernement nous impose de passer par une plateforme, la plateforme de l'INPI pour toutes les démarches de création, toutes les radiation, toutes les démarches juridiques. Donc, au 1er janvier, ça ne fonctionnait pas. Magnifique. Et puis aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fait pourtant 1 an, 2 ans qu'ils sont sur le sujet. Depuis 2019, ça fait presque 4 ans. Mais au moment clé, ils ne sont pas prêts. Et ça a déjà été fait pour la DSN. Ça a été, voilà. Donc, bon, on ne veut pas tirer sur l'ambulance, mais est-ce que la plateforme sera vraiment prête au moment où il faudra? Aujourd'hui, on n'a rien vu encore de cette plateforme. Donc, on a essayé de matérialiser les avantages et les inconvénients. Donc, le gros avantage de la plateforme publique, c'est certain, ça sera gratuit. Les inconvénients qu'on imagine, donc en preuve, pas beaucoup de SAV, pas beaucoup de services annexes, puisqu'on pourra avoir pas mal d'options payantes ou pas sur les plateformes privées. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que tout à l'heure, on parlait de e-invoicing et e-reporting, toutes les données qui ne concernent pas les entreprises assujetties en France. La plateforme publique ne gérera pas les données de e-reporting directement via les factures. Je m'explique, je suis un peu flou là. Oui, quand vous, en tant qu'entreprise, vous facturez à un Américain ou à un particulier, vous faites peut-être une facture. Mais ça ne rentre pas dans le cadre du e-invoicing, puisque ce n'est pas un assujetti en France. Et ben, avec une plateforme privée, vous pourrez faire transiter cette information, vous pouvez shooter en fait la facture sur la plateforme. Comme toutes les autres sur la plateforme. Et ça répondra à l'obligation de e-reporting. Sur la plateforme publique, vous serez obligé à la fois de faire de e-invoicing et de e-reporting. C'est-à-dire que vous devrez faire transiter toutes les factures qui concernent les assujettis en France, et puis pour tous ceux qui ne répondent pas à l'obligation de e-invoicing, vous devrez envoyer d'autres informations à l'administration fiscale. Ils n'accepteront en fait que les factures qui sont soumises à l'obligation de e-invoicing, donc avec les assujettis en France. Donc il faudra avoir 2 systèmes de gestion, c'est-à-dire qu'il faudra mettre des factures d'un côté qui sont e-invoicing et gérer à part le e-reporting. Alors potentiellement, sur une plateforme privée, vous mettrez toutes vos factures et lui, en fonction de l'analyse qu'il fera du SIRET, s'il y a un SIRET ou s'il n'y a pas de SIRET, il saura si on peut traiter en e-invoicing ou e-reporting. C'est ça. Aujourd'hui, de ce qu'on connaît sur les plateformes privées, il y a tout un tas d'options, encore une fois payantes ou pas, qui facilitent un petit peu le schéma de validation, de paiement des factures, puisqu'on a une validation workflow, encore une fois, on a déjà parlé à l'anglais, le schéma de validation, il y a une facture qui arrive, tel fournisseur est paramétré pour tel service, validé par tel service. En tout cas, par exemple, chez Accence, on est un peu structuré, on a un service informatique, on a un service marketing, on a un service des achats classiques. Voilà, et ben, du coup, on a plusieurs services et tel fournisseur, on sait qui peut paramétrer le responsable ou qui doit valider la facture. On est arrivé nous, avec un double niveau de validation. Donc, c'est validé en premier niveau par celui, que ce soit effectivement notre directeur informatique, Marie-Hélène, notre directrice marketing par exemple, ou par une de nos assistantes qui valide la papeterie par exemple. Enfin, on a donc un premier niveau de validation et derrière il y a un deuxième niveau de validation qui vaut bon à payer en fait. Et donc les factures suivent ce cursus en fonction de son année. Là on touche à l'organisation. On est dans pas devoir imprimer une ça, facture qu'on reçoit numériquement pour la faire valider. C'est pour la faire transiter dans le service. C'est pour ça que c'est intégré dans une chaîne.
c'est un peu. Ouais, c'est ça. Enfin, alors, alors oui, ce que je disais, c'est comme une bibliothèque. En fait, aujourd'hui, les factures sont dans une bibliothèque sur je facture et que moi, si je suis facture d'un fournisseur, je vais dans ma bibliothèque, je cherche et il faut un peu voir ça comme une liste de mails non lus. Ah, il y a une facture qui arrive, bah, premier niveau de validation. En fonction de la structure de l'entreprise, hein, celui qui est tout seul, il va avoir une facture qui va arriver en mode non lu. Est-ce que vous la validez ou pas? Vous appartenez à tel service, vous la validez ou pas? Double validation. Il y a un système, il y a une notion de tâche en fait, en fonction des personnes, on se connaît pas, il y a une notion de tâche, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez reçu des factures à valider. Il y a un premier traitement de factures à traiter, voilà, à traiter à réception en arrivant. Après elles partent dans le flux de validation, donc elles sont, il y a des notifications, enfin des tâches qui sont créées chez les gens qui doivent intervenir. Et une fois que la facture est complètement traitée et marquée comme étant payée, elle part dans les archives, dans la bibliothèque, où là, on peut le utiliser pendant 10 ans. Ça, c'est sur la plateforme. Sur la plateforme. Ouais. Il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est la gestion des paiements. Alors, pour le coup, là, le workflow, ça c'est inclus dans l'offre. La gestion des paiements, c'est une option qui est payante, mais qui peut être très pratique par un simple jeu de validation. On coche les factures qu'on veut régler. On appuie sur payer et ça se paye. Il n'y a pas besoin de renseigner un RIB ou quoi que ce soit, ça va venir alimenter un compte tampon qui va après prélever sur votre compte. En tout cas, ça c'est le fonctionnement sur le jeu facture, c'est la plateforme qu'on teste nous. Là où je vois un côté pratique, ça dépend aussi du niveau d'organisation. Je sais que nous, comme on est organisé, on est assez structuré. On a un outil à part qui nous gère toute la trésorerie du groupe et par laquelle on gère tous nos virements pour payer nos factures. Donc on s'en sert pas. Par contre, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toutes les entreprises, on va dire, de taille un peu plus modeste, où il va y avoir un comptable, voire pas du tout, où c'est le dirigeant avec son épouse qui gère la facturation, le règlement. Et même comme on le faisait avant, chez Alsens, avant que j'arrive, c'est-à-dire se connecter sur le site de la banque, d'aller faire un virement, un par un, machin, c'est hyper long en fait. Et là, ça fait partie des coûts cachés. Voilà. Et là, en fait, finalement, en se connectant sur la plateforme, si on souscrit cette option-là, on va dire, tiens, j'ai 10 fournisseurs qui arrivent à échéance maintenant, tac, 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 les 10, vous allez les payer. Alors, ça dépend, parce qu'une JET, c'est la formulaire, vous y mettez plein de choses dans votre JET. Là, c'est vraiment plus une bibliothèque pour les factures. Là, vous aurez vos factures. Vos factures de vente que vous émettez et les factures de vos On a fournisseurs. plusieurs banques, on choisit. En fait, on n'a pas testé. Moi, ça dépend des C'est dans mon temps des factures. J'imagine, je vais pas tester, on pourra sélectionner. J'imagine, encore une fois, je n'ai pas testé, je pense qu'on pourra sélectionner la banque sur laquelle. Le fonctionnement de jeu facture, en fait, c'est qu'il crée un compte tampon, un compte bancaire tampon avec un propre RIB. Et quand vous validez, en fait, lui, automatiquement, il fait le virement depuis ce compte tampon et il va l'alimenter sur le compte, à mon avis, que vous aurez renseigné au départ en disant je veux que tu ailles sur ce compte-là, en fait. Alors, est-ce qu'à chaque fois, vous pouvez sélectionner le compte qui vous intéresse mieux? Ça, j'avoue que je ne sais pas encore. C'est une banque, Oui, mais à mon sens, ça va être très bien. Si c'est pas prévu, c'est pas mal. Non, mais je pense que oui. Alors là, on rentre un peu dans le dur, parce qu'il va falloir comprendre la mécanique des flux, mais pas si compliqué que ça finalement. On veut vous informer du cycle de vie d'une facture entre un fournisseur et son client avec les plateformes. Donc là, sur ce schéma-là, on retrouve plusieurs logiques. Un fournisseur et un client. Avec une logique, soit on a notre fournisseur ou notre client qui sont sur une plateforme PDP, une plateforme privée, ou alors on a le lien par la plateforme nationale. On a des schémas de facture, enfin des schémas, des circuits de transmission des factures qui sont représentés par les flèches noires. Quand on a notre fournisseur A qui dépose sa facture au profit de son client B, tous les deux sont inscrits sur une plateforme privée, pas la même. Il y aura beaucoup de plateformes privées, on ne sait pas combien il y en aura, mais il y en aura beaucoup. Notre fournisseur A va décoder sa facture et de manière automatique, sa plateforme va la transmettre à la plateforme de son client. Dans le même temps, puisqu'il faut que le flux aille à l'administration fiscale, sa facture va transiter par la plateforme nationale et la plateforme nationale va extraire les fameuses données du fichier XML
et va les transmettre à l'administration fiscale. Ça, ce lien, il sera à la charge de la plateforme nationale. La plateforme nationale, elle aura aussi un autre rôle, c'est d'assurer l'annuaire centralisé. À chaque fois qu'on a une société qui est radiée ou créée, qui est matriculée avec un SIRET, ben, la plateforme nationale aura cette information et poussera cette information aux plateformes privées. Puisque nécessairement, pour répondre à une obligation légale, on ne peut pas facturer quelqu'un qui n'existe pas. Donc les fausses factures, ça va être Sur les plateformes, en fait, il y a des contrôles légaux. C'est-à-dire quand vous recevez une facture, la plateforme analyse est-ce que le SIRET est connu, est-ce que c'est une entreprise qui est. Voilà, donc, Et si ce n'est pas connu, la facture sera rejetée automatiquement. Donc si on a notre fournisseur et une facture à un client qui n'existe pas, bah, la facture ne va jamais aboutir. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce schéma, c'est que peu importe si on est inscrit sur une plateforme privée, peu importe sur quelle plateforme privée, peu importe si on est inscrit sur une plateforme nationale ou pas, les flux vont transiter d'une plateforme à une autre. Le schéma le plus simple à comprendre, c'est quand on a un fournisseur et un client qui sont tous les deux inscrits sur la plateforme nationale, ça ne va pas transiter par toutes les plateformes qui existent. Ça va juste transiter par la plateforme nationale et redescendre à la fois à l'administration fiscale et au client. il y a un énorme enjeu, vous l'avez compris, pour l'administration, c'est ici quand même. Vous l'avez vu tout à l'heure par rapport aux chiffres qu'on vous a annoncés et ce qu'ils connaissent aujourd'hui sur Chorus Pro. Si on considère que la France a un PIB de 3 000 milliards et qu'une très large partie de ces 3 000 milliards vont être concernés, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il va falloir qu'ils soient capables de gérer des flux de 2 500 milliards de factures par an. C'est 2,5 milliards. Hein 2,5 milliards. Oui, 2,5 milliards. Pardon. Donc, ils ont quand même un gros enjeu de la gestion des flux déjà à leur niveau. Donc ça, on verra compte du travail. Mais... Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, le schéma, il est peut-être un peu complexe, mais il ne faut pas vous affoler. À partir du moment où vous êtes inscrit sur une plateforme, c'est les plateformes qui gèrent pour vous. Vous allez communiquer, elles sont Ça fait interopérables. partie du cahier des charges. En fait, on ne va pas trop évoquer, mais justement, les plateformes, Jean-Baptiste l'a dit, il y en a plusieurs qui sont existantes. Et notamment, un des critères dans le cahier des charges pour avoir un agrément, parce que ce sont des plateformes qui auront un agrément de l'État. C'est d'ailleurs un petit peu compliqué pour nous parce que dans la démarche qu'on fait avec vous aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il n'y en a pas une qui l'a l'agrément, et elles sont toutes à la course à l'obtenir. Donc, ça n'a pas encore été délivré. Parce qu'en fait, toutes les plateformes qui existent n'ont pas encore été agréées par l'État. L'administration s'est reposé plusieurs fois, parce que c'est assez lourd. Il y a le cahier des charges qui est quand même costaud, notamment par rapport à la sécurité, au stockage. Enfin, il faut que ce soit fait en France, dans des normes de sécurité hyper drastiques. Donc, pour la gestion des factures, RGPD, enfin, il y a un cahier des charges qui est assez lourd. Et finalement, ils ont repoussé. Et aux dernières nouvelles, ce qui va se passer, c'est qu'ils leur disent en gros, vous avez une phase d'un an de d'essai, en gros, enfin de d'essai, voilà, et puis pour vous mettre vraiment à jour, et au bout d'un an, eh ben, on vous donne l'agrément ou on ne vous le donne pas. C'est pour ça que nous, l'enjeu aussi, c'est d'essayer de ne pas se tromper si on met en avant une plateforme plutôt qu'une autre. C'est-à-dire si on part sur une plateforme, on vous conseille une plateforme et qu'à la fin, on fera l'agrément, c'est un peu compliqué pour le piège, c'est d'aller justement sur une plateforme et au bout d'un an, on n'aura pas son agrément. Et aujourd'hui, en fait, tous ces acteurs privés, après, on est sur des notions un peu de start-up, voilà, c'est des sociétés qui lèvent des millions d'euros pour se développer. C'est vraiment un monde qui est en ébullition. Et donc là, ils sont tous à la course au développement, ils développent des services. En fait, ils essayent de commencer à tâter un petit peu, nous présenter leur spécificité, pourquoi ils sont meilleurs que l'autre. Voilà. Donc on est vraiment là et parce qu'en fait, ils savent qu'à l'arrivée, aujourd'hui, je vais dire des bêtises, mais ils sont peut-être 30, ils sont peut-être 50, à la fin, il en restera peut-être que 15. Voilà. Parce que c'est comme dans tout, en fait, ça va être les meilleurs, ceux qui seront le plus aboutis, qui ont réussi surtout à avoir le plus de clients qui vont et d'agréments qui vont exister. Donc aujourd'hui, on en est là, c'est pour ça que même leur modèle économique, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, ils sont en train de le chercher, ils l'affinent, et c'est pour ça que les prix bougent encore et qu'ils sont pas plus bien calés sur leur modèle de facturation. Est-ce qu'on a des questions sur ce thème? Oui. Moi, quand j'avais étudié un petit peu, il y avait une notion d'opérateur de dématérialisation avant les plateformes. Je vois qu'ici, ça n'apparaît pas, ça a changé, ou est-ce que vous l'intégrez? Ça existe toujours. Et donc, c'est pareil, vous avez raison, dans la compréhension, c'est pas forcément évident à comprendre à quel niveau ils interviennent par rapport au PDP.
Des opérateurs de dématérialisation, c'est des outils qui aujourd'hui permettaient un peu de gérer son entreprise, de passer ses factures et d'avoir une visibilité, d'avoir des échéanciers, d'avoir des choses comme ça. Et surtout de dématérialiser. Dématérialiser. Quand on parle d'opérateur de dématérialisation, c'est le fait, en langage comptable, on appelle ça de l'OCR, de l'océrisation. On va avoir une facture qui va être ingurgitée par un outil pour être transformée en facture X. En fait, souvent, ça faisait une sorte de pré-comptabilité. C'était avant d'intégrer un logiciel comptable. Et ces sociétés-là qui proposent ça, eux, ils se sont dit au départ, on va se mettre, on a tout à y gagner parce que nous, on propose des services, on donne de la visibilité, on fait un tableau de bord, on fait l'échéancier. Sauf qu'en fait, et donc le PDP servira juste, la plateforme, à faire transiter, ce sera juste un carrefour. Enfin. Sauf que ce qui se passe, c'est que ceux qui se développent là en plateforme, ils les font aussi ces services, et ils vont les faire. Donc en fait, ce qui a l'air de se passer là au niveau des opérateurs de démembrement, c'est de dématérialisation. À chaque fois, de dématérialisation, c'est qu'ils sont en train de se dire, en fait, nous, terminer derrière, parce que sinon, ça fait une couche pour une autre couche pour après intervenir. Donc en fait, ce qui a l'air de se passer, c'est que ceux qui sont aujourd'hui opérateurs de dématérialisation, ils sont en train de se mettre dans la course pour arriver à être BDP à la fin aussi. C'est ce qu'on est en train de constater. L'outil qu'on présentait tout à l'heure, la MEG, mon expert en gestion, qui est porté par RCA, en fait, intègre un opérateur de dématérialisation, positionné en tant que tel, et il a bien senti tourner et crée sa propre plateforme. Ça nous a même fait un peu sourire parce qu'il y a encore quelques mois, il défendait mordicus que lui, c'était son logiciel donc en opérateur de dématérialisation qui allait, il fallait que ça soit ça parce que la plateforme, c'est juste pour échanger, ça sert à rien, c'est là qu'il y a les services, c'est sur mon outil, et ils ont tous le même discours. Et puis quelques mois après, en fait, ils ont fait une grande annonce pour dire nous aussi, on se lance, on va être plateforme de PDP, plateforme, voilà. Les opérateurs de dématérialisation, effectivement, ils s'imbriquaient entre. Ils arrivaient un petit peu avant. Personne n'a pris la place. Ça vient d'Internet, ça vient d'Internet. Mais effectivement, ce schéma existe. Et existera en tout cas au début, puisque c'est une aide dans la gestion administrative de votre entreprise et surtout une aide pour transformer une facture en facture électronique. Mais demain, ça n'aura plus aucune pertinence puisque de manière innée, les factures seront de manière native créées en facture électronique, en facture X par les logiciels. Et à partir du moment où de toute façon tous les flux seront là, les plateformes privées, elles vont développer. S'ils ne sont pas tous avancés les mêmes stades, les services que vous avez aujourd'hui sur les opérations de dématérialisation, ils seront sur les plateformes PDP. C'est notre conviction, en tout cas, aujourd'hui, ils existent encore, mais je pense qu'ils seront devenus un peu obsolètes après. Et le bout du bout, l'administration fiscale, je ne sais pas si tu l'as dit, donc ils auront les informations, mais à terme, je ne dis pas que ça arrivera en 2025, en 2026, mais à terme, leur objectif à eux, c'est de faire comme avec votre déclaration d'impôt, c'est de faire remplir la déclaration de TVA. Parce que, et on n'a pas beaucoup insisté, juste après, c'est qu'il y a la notion de facturation, on verra juste après, ils seront aussi informés, en temps réel, des données de paiement. Parce que la facturation électronique, c'est aussi d'indiquer si la facture elle est payée ou pas payée. Ce qui leur permet de gérer la notion de TVA sur les encaissements. En fait, les trucs un peu plus comptable, on a deux régimes de TVA, on a un régime sur les débits et un régime sur les encaissements. Le régime sur les débits, c'est on émet une facture, on collecte la TVA, peu importe si on l'a payé. Et le régime de TVA sur encaissement, on émet la facture et on collecte la TVA que cette fois qu'on est payé. Donc pour que l'administration fiscale à terme ait l'information de la TVA collectée jusqu'au bout, en l'occurrence pour les sociétés qui sont en TVA sur encaissement, il faut qu'elles aient la notion de est-ce que la facture a été encaissée ou pas. Non, mais sur les débits, des fois, je veux dire, on récupère la TVA que quand on paye la facture. Les factures fournisseurs. Normalement, non. Ah ben non. Ouais. Peut-être gagner un peu de trésorerie. Ouais. Non, TVA sur débit, vous pouvez déduire la TVA, peu importe si c'est payé. Si sur une facture, Non, mais les fournisseurs, ça n'est pas notifié TVA. on récupère. Si c'est marqué TVA sur encaissement. Ouais, si c'est marqué TVA sur encaissement, Oui. ça n'est pas spécifié. Le fournisseur, en fait, Ça va être des mentions obligatoires, et ça va être. Je pense que ça fera sans doute partie des mentions obligatoires. Et puis je pense qu'en fait, avec l'index, en fonction du SIRET et de l'activité déclarée, je pense qu'ils sauront aussi si c'est la prestation, l'activité
Et même j'ai des obligations, c'est que en prestation de service peut noter pour les débits, et à ce moment-là, l'obligation d'inscription sur cette facture. Je pense que ça fait partie des mentions obligatoires. C'est bien. Du coup, vous avez voyé d'autres questions? C'est bon, Vous avez eu un réseau à court terme. On peut donner le schéma très simple. Hein. On évoque le schéma de vie d'une facture sur une plateforme avec des tâches identifiées avec un code couleur bleu qui seront automatisées. Il n'y aura pas d'intervention humaine. Et puis des plaques orange qui seront l'objet d'intervention humaine. Donc, pour faire court, on a une facture qui va être déposée sur la plateforme du fournisseur, de l'émetteur. Elle va être envoyée à son client. Si elle n'est pas aux normes, parce qu'il manque un champ, un alévatif champ, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, de manière automatique, elle sera rejetée, cette facture. Et si elle est conforme, elle va être mise à disposition du destinataire de la facture. Donc, potentiellement, j'allais dire même, puisque les factures devront être émises au format Facture X, potentiellement, même avant d'être rejetée ici, vous ne pourrez pas la valider sur le logiciel si elle n'a pas tous les, si vous manque déjà. À partir du moment où elle est mise à disposition sur la plateforme du destinataire, du client, donc le client pourra la prendre en charge et aura plusieurs possibilités, elle aura plusieurs options. Est-ce qu'elle est d'accord avec la facture? Est-ce qu'elle l'approuve? Est-ce qu'elle l'approuve partiellement? Est-ce qu'elle la suspend? Ou est-ce qu'elle la refuse carrément? Et bon, bien souvent, normalement, la facture est approuvée. Et puis, il y aura une notion de paiement. On va dire que la facture a été payée. C'est à ce moment-là que l'administration fiscale saura si la facture a été payée par le client destinataire. Un des autres avantages de gérer avec l'option de paiement, c'est que si vous gérez par l'option de paiement, quand vous allez sélectionner vos 10 factures et vous cliquez sur payer, non seulement ça paye vos 10 fournisseurs beaucoup plus rapidement que ce que vous faites aujourd'hui, et en plus, du coup, c'est automatiquement un jour sur qu'est-ce qui a été payé, pas payé. Ce qu'il faut voir aussi avec ça, cette notion-là, et aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le. C'est plutôt pour vous donner l'information sur le sujet de la facturation électronique, on ne va pas rentrer dans le détail sur la plateforme qu'on teste, on fera peut-être sur une autre fois. Ce qu'il faut voir quand on dit que ça change un peu l'organisation, ce qu'on vit nous sur Accence, c'est que la plateforme d'accueil, la page d'accueil de cette plateforme, pour le comptable de l'entreprise ou pour le dirigeant, c'est quand même un endroit où il va falloir aller régulièrement, puisque cette page d'accueil, c'est le réceptacle des factures qui arriveront. Et en fait, je fais l'analogie avec l'ouverture du courrier. Aujourd'hui, vous recevez une enveloppe, vous ouvrez, vous regardez, vous mettez dans un paragraphe pour validation. En fait, demain, cette étape-là, ça sera en se connectant sur votre plateforme, page d'accueil, et vous allez voir arriver les factures qui seront arrivées, et il y a une notion d'accepter. Donc en fait, c'est en ligne que vous allez dire, OK, ça correspond à mon bon de livraison, à mon devis, je suis d'accord sur la facture, et c'est là où vous allez l'accepter, partiellement ou totalement, et c'est après qu'elle va vraiment entrer dans une fois qu'elle sera acceptée, que potentiellement elle pourra aller se diriger dans votre compta, et être traité pour le paiement et ainsi de suite en fait. Mais c'est là où je dis ça va changer vos organisations. C'est que la réception, voilà, on recevait le courrier, on regardait les factures, on les mettait dans le rapport pour le dirigeant. Mais en fait, ça dématérialise tout. Il faut valider quelque part aussi la facture. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre facture, vous regardez si ça correspond à ce que vous attendiez en fait. Mais après, on peut pousser le truc un peu plus loin en automatisant. On peut dire, tel fournisseur, on valide de manière automatique. Oui. Après, quand on range les factures télécom, elles arrivent, on ne les valide pas. Enfin, il n'y a pas moyen, et même si on n'est pas d'accord. Il y a une notion de fournisseur éprouvé, je crois. Il dit, si Orange, je considère que c'est toujours bon. On peut le dire jamais, et du coup, on peut le dire pour tous les fournisseurs. C'est-à-dire que la facture. Je ne pense pas qu'Orange, ils vont dire, lui, il va dire, est-ce que il est d'accord ou pas? Ils vont dire d'office. Enfin, voilà, c'est plutôt. Oui, après, si vous rejetez, je ne sais pas comment. Je pense pas et les paiements, ça veut dire que ça sera tout dématérialisé aussi, les paiements. On fera plus les paiements par chèque des fournisseurs, on fera plus. La possibilité de le faire. Mais il faudra bien dire que vous pouvez payer par chèque, mais il faudra aller sur la plateforme, sur cette facture pour dire celle-là a été gauche, elle est payée.
Oui, mais donc il y a des trucs, ça va alléger, mais ça va remettre des trucs, il va falloir sans arrêt aller sur le truc, gérer, dire voilà, c'est payé, c'est pas payé, je suis je prends les tiges. En fait, c'est Il n'y a pas de coût, enfin, il y a des coûts qui sont pas des. On va gagner des tâches, mais il y a des tâches qui vont s'alourdir. Enfin, s'alourdir, je pense que ça va être transformé, ça va rendre numérique ou informatique quelque chose que vous faites papier. Quand vous ouvrez votre enveloppe, vous regardez la facture, ok, je suis d'accord, je la mets dans la facture à payer à la fin du mois ou je la mets dans un paragraphe pour diriger, si c'est un comptable pour valider par le dirigeant, ou alors non, là, il faut que je l'appelle parce que je ne suis pas d'accord. À mon avis, c'est la même chose, sauf que vous le ferez depuis cette organisation. Ça simplifie parce qu'aujourd'hui, on reçoit des factures par mail, on en reçoit par courrier. En fait, on a une double organisation qui est quand même assez chronophage à gérer et qui n'est pas simple, avec un risque d'oubli ou de. Et quelque part, les étapes de validation, elles se font, mais différemment, mais elles se font. Il y en a qui sont automatisées. Et la clé d'entrée est unique. Alors, cette fois-ci. Après, je ne vais pas vous mentir, ce qu'on vit là depuis 2 ans en testant, et vous allez le vivre, vous avez bien compris, il y a une période de transition qui va être un peu hybride, un peu pénible, parce que c'est-à-dire que pendant 2 ans, et avant le fonction 2026 et tout le monde s'y met, il va y avoir une sorte de double gestion, parce qu'il y a des factures qui vont arriver par là, vous allez continuer à faire par mail, par papier, par machin. non, et puis même après, même à terme, dans 5-6 ans, les petites entreprises où il y a le comptable qui vient une fois de temps en temps, le dirigeant qui, voilà, et ce qui valide pas. Ça, c'est plutôt le boulot du dirigeant, effectivement, d'accepter la facture. Alors, ça tout dépend comment ça fait. Si c'est le comptable qui met une fois tous les 15 jours et qui ouvre le courrier et qui valide les Bah, le courrier, non, pas forcément. Enfin, maintenant, il y a plein de mois du courrier. Parce que cette étape-là, en fait, c'est la première étape d'acceptation. C'est l'étape où vous regardez votre facture, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Elle sera traitée par le comptable qui viendra dans 15 jours. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Mais c'est dire déjà est-ce que je suis d'accord, est-ce que celle-là, je vais la payer à la fin du mois. Donc cette étape-là, effectivement, ça va changer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, j'ouvre l'enveloppe et je la mets dans un classeur, dans une pochette, enfin, ça va déjà aller là. En fait. Indépendamment, j'ai envie de dire, du comptable et du traitement comptable qui sera fait après la facture. Ça va changer l'organisation. Les émetteurs qui émettaient les petites facturettes, comme vous disiez tout à l'heure, il va falloir qu'ils passent par cette plateforme aussi. Oui. Même le. À partir de 2026, toute entreprise sera obligée d'émettre. Pareil pour un restaurant. Oui, alors non, ça sera tout à l'heure, là, c'est la notion de e-reporting. Alors, sauf s'ils vous font une facture en bonne et due forme classique, c'est très rare finalement dans le panel de tous ces clients. Finalement, tout ce qui rentre en recette pour un restaurant, normalement, il est équipé d'un logiciel de caisse, s'il est aux normes. Bon, il faut beaucoup qui sont aux normes, mais je suis bien sûr, mais normalement, c'est comme ça que ça se gère. Depuis 2016 ou 2018, quelqu'un qui gère de l'espèce doit avoir une caisse, avec un logiciel de caisse agréé. Si ce n'est pas le cas, ça va faire une marge supplémentaire pour lui. Et ce logiciel va permettre de transmettre les informations de facturation à l'administration française. Mais honnêtement, ça, on n'a pas encore vu fonctionner. Le restaurant, ils peuvent avec des particuliers, mais il y en a combien qui vont faire une note pour des frais d'entreprise. Ils demandent le ticket fait facture. L'entreprise, on met la main le nom d'entreprise, etc. C'est quoi qui va être reporté? C'est la facture. Ce sera que le reporting, normalement. Oui, mais la facture, si on a fait un repas avec des clients. Pour vous, en tant que. Oui, l'entreprise, c'est bien fourni. Ça, très honnêtement, aujourd'hui, c'est pas bien tranché encore. Oui, c'est ça. Et en fait, on a, si vous allez, les péages, les péages entreprises, les comptes entreprises, ils sont mis, voilà. Il y a une facture, c'est pas tout. Mais si vous n'avez pas un compte et que vous allez au télépéage et vous mettez des tickets, pour les frais de déplacement, on n'a pas la réponse à cette question. Là, ça encore, probablement. ça discute. En tout cas, la techno est déjà développée. On a les banques, finalement, qui peuvent intégrer le flux de facturation directement avec l'opération bancaire. Ça existe déjà, ça. Je le dis. Est-ce que demain, on aura la facture qui sera reliée directement avec l'opération bancaire? Peut-être. Clairement, je pense que c'est. Là, on je pense que même ils sont en train de réfléchir. Pour la notion d'émettre. Pour la notion de mettre sur une plateforme, on a le péage,
Et même, on va au restaurant, on dit je veux ma note, elle est éditée, il y a un blanc, on le met le nom d'entreprise, on le passe dans les réceptions et puis basta. Mais on n'a pas donné au restaurateur le mot tirette. Donc, je suis bien d'accord. Aujourd'hui, simplement, c'est concrètement, on a les plateformes qui existent et qui permettent, c'est ce qu'on fait actuellement en fait, d'envoyer du PDF ou même des photos et qui va transformer ce document en facture X. Donc ça existe bien par des logiciels de notre frais de déplacement à l'entreprise. Parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, le restaurant, avec la caisse, peut-être qu'ils imagineront un système où vous êtes une entreprise, vous voulez une note. Tiens, cette facture, effectivement, ça veut dire, voilà. Un compte et ça appartient directement. Et ça, à la limite, ça peut marcher, ça peut se rendre pour le restaurant. Si vous passez à la porte de téléphone, ça va bien. Pour les sens, Donc, il y a effectivement, là-dessus, il y a des précisions à vous donner encore, il y a des choses qu'on ne peut pas donner sur cette partie-là. On avance peut-être vite. Il y a des questions? Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Juste pour vous sensibilise au cycle de vie des comptables. Là, on s'intéresse plutôt à l'opération comptable des flux de facturation. Aujourd'hui, on se retrouve encore beaucoup avec des factures papier. Alors ça, c'est sûr. Là, déjà, on est déjà presque sur l'utilisation qu'on peut en avoir, nous, avec le facture, oui, parce que c'est déjà ça, c'est le traitement. Ça, c'est le traitement qu'on peut avoir actuellement. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble avec une plateforme je facture. On a des flux de facturation sous différents formats, papier, PDF, pour ODI, chez nos clients, on n'en a pas trop. Et puis, on commence déjà à avoir quelques factures sous format facture X. Notamment, nous, on met des factures au format facture X. Aujourd'hui, quel est le schéma? En tout cas, entre chez vous, si on a votre comptabilité en tenue chez nous, comment ça se passe? Soit on a des factures papier qui sont scannées, soit on a des factures PDF qui rentrent directement dans notre outil et qui sont ossérisées, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on va transformer, on va lire la lecture du document en fait par l'intelligence artificielle. Et puis si on a déjà une facture qui est déjà nativement au bon format et donc qui a des données structurées, il n'y aura pas cette étape de CR. Elle va être implémentée sur la plateforme. Il y aura des contrôles. Les contrôles légaux, c'est ce que je vous évoquais. Les contrôles légaux, est-ce qu'il y a bien le CRM, le montant en taxe, etc. Il y aura une notion de scellement du document, c'est-à-dire qu'il sera immodifiable. Ou alors, si on modifie, la signature va sauter, une signature électronique comme le fait faire Mathieu. Et puis, une fois que tous ces éléments ont été faits, c'est intégré en comptabilité et c'est archivé sur la plateforme. Après-demain, on n'aura plus les formats papier et PDF, on n'aura plus que de l'EDI et des factures sous format facture X ou UBL ou C2I qu'on évoquait tout à l'heure. Et de ce fait, il n'y aura plus de scan, il n'y aura plus d'ossérisation, il n'y aura plus de scellement des documents puisqu'ils seront déjà scellés automatiquement, nativement. Et on va bypasser ces étapes. Ces factures, en entrant sur la plateforme, elles vont être traitées par la plateforme et être possible, ce sera possible de les intégrer en comptabilité de manière plus rapide et de manière automatique. Si je peux dire un mot par rapport à l'expérience qu'on en a, et c'est plus pour vos comptables, vos services comptables, on commence vraiment à maintenant avoir un réel gain de temps qu'on n'avait pas sur les systèmes de stérilisation, parce que c'était encore un peu balbutiant, mais c'est des systèmes qui sont déjà obsolètes, parce qu'avec la facture X, on arrive directement pratiquement à l'étape finale. En termes de comptabilité, quand on a des bons outils qui sont connectés, il faut que je facture, on teste le mot qu'on utilise, est connecté. Il y a des passerelles qui ont été faites avec notre logiciel ACD. Certains d'entre vous utilisent peut-être d'ailleurs, parce que on propose aussi à nos clients. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'une facture, à partir du moment où elle est acceptée dans une facture, si elle est bien paramétrée dans notre logiciel, elle arrive directement pré-comptabilisée avec le lien de la pièce jointe et en un clic, elle est dans la comptabilité. Donc c'est vrai qu'en termes de ça va accélérer le temps de traitement des factures. Pour celui qui a un CD, aujourd'hui, parce que nous, c'est ce qu'on a comme logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les factures et toutes ces PDP, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de négocier justement des passerelles avec tous les logiciels un peu influents, parce que c'est aussi le but
Parce que ce qui se passe, c'est que l'obligation de plateforme, elle existe, elle est là. Si vous avez un logiciel qui n'est pas du tout connecté, c'est pas impossible, sauf qu'effectivement, vous allez avoir, parce que ce sera légal, l'obligation de passer par une plateforme, et par contre, après, comme vous voudrez, en imprimant ou en ayant un écran à côté, il va falloir en saisir s'il n'y a pas de passerelle. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir des outils qui soient liés entre eux pour aller au bout de la démarche et fluidifier votre organisation. C'est ça. Donc, nous, concernant ACD, il est déjà connecté avec plusieurs plateformes qui existent. Oui, bon, ça va. Pas toutes les plateformes, je ne connais pas toutes les plateformes qui existent. Non, mais elle est connectée avec les principes. on en a testé une, mais on a fait un peu de veille quand même, de benchmark. On en a vu plusieurs. On a reçu d'autres éditeurs qui sont en train de développer. On en a vu en visio. Enfin, donc on a vu un peu plusieurs plateformes et comment ils développaient. Donc oui. Et je sais que après, CD, forcément, c'est un logiciel qui est quand même bien implanté sur le marché, comme a été Quadratus, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais comme les CJ. Et en fait, ce sont des logiciels qui sont largement implantés, qui négocient, qui font des passerelles, qui sont incontournables pour les marchés des plateformes. C'est certain que si vous avez un logiciel comptable qui a été édité par l'informaticien du coin, ça va être plus compliqué. Et au niveau des plateformes, vous allez nous conseiller de prendre telle plateforme Oui, justement, ça va être notre rôle Oui, en tant qu'expert. Oui, parce que vous accompagner sur le choix d'une plateforme. que ça soit aussi compatible avec Il faut ACD. voir avec le logiciel de comptable. Alors, ce qui va se passer, normalement, le logiciel comptable sera forcément compatible avec toutes les plateformes. Là, il n'y aura pas trop de sujets, normalement. Ou alors, c'est une plateforme qui n'est pas vraiment en or et ce ne sera pas normal. Oui, le logiciel de comptable, je sais que des fois, tu as des logiciels de comptable qui sont un peu limites aussi. Ah, le logiciel comptable pour accepter la facture? J'ai cru Non, mais que le logiciel de comptable soit lié à la plateforme. Ah oui, Si tu as un petit logiciel qui est. Après, il y aura peut-être du développement spécifique à faire si vous avez un logiciel spécifique. Comment Access va vous accompagner par rapport à ça? Nous, clairement, on ne va pas être spécialisé de toutes les plateformes, ça sera pas possible. Donc nous, on en a testé une, on en a une ou deux, je pense, sur lesquelles on va se mettre en veille. Alors, voilà, mais tester plus en profondeur, je veux dire. On saura peut-être s'adapter sur une, deux, trois. Après, on pourra vous accompagner dans l'organisation, dans la mise en place de votre organisation. Après, on ne sera pas spécialiste de toutes les. C'est un peu comme le logiciel de facturation tout à l'heure. Nous, on en a un qu'on propose, on peut vous en proposer un. On ne vous propose pas tous les logiciels de facturation des marchés. Ben, je pense que ça va être un petit peu pareil sur la plateforme. C'est-à-dire que nous, on en a mis une en tête, on a fait le choix d'une. A priori, on aura peut-être une ou deux qu'on continue à suivre attentivement, mais on ne sera pas spécialisé de toutes les plateformes existantes sur le marché. Donc la genèse, on le rappelle, c'est la genèse de la facture électronique, c'est pour la lutte contre la fraude à la TVA et les arguments qui sont mis en avant par l'administration. Et finalement, les entreprises vont avoir quelques avantages. On parlait tout à l'heure des avantages liés aux gains de traitement en termes de timing, donc des gains de productivité, des gains de temps qui vont nécessairement faire gagner un petit peu de coûts cachés à l'entreprise. Gains financiers, on l'a évoqué tout à l'heure en réduisant les délais de paiement à l'entreprise. Gain environnemental. Bon, après, je ne sais pas moi qui est écrit. Je ne sais pas si le fait d'héberger sur les serveurs c'est un peu écologique, mais a priori ça l'est. Donc, on aura moins de papier. Et À condition que vous imprimez pas tous vos factures. Voilà. C'est bon, sinon vous l'aurez vraiment pas. Après, c'est vrai que derrière, on archive pendant 10 ans des factures sur des serveurs, ça coûte un peu d'argent, finalement, ça consomme de l'énergie. Et sur toutes les boîtes de le dernier gain, tu peux les changer. Je pense qu'en fait, le papier, on est sûr que c'est pas bon pour l'environnement. Je pense que les coûts de stockage et le coût environnemental de stockage, je pense qu'il y a des gens très intelligents qui travaillent en permanence sur l'amélioration de pouvoir stocker de plus en plus à moindre coût environnemental. C'est pas zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit du papier et souvent on le scanne. On décharge le papier. Donc, on n'aura plus cette étape-là. Là, effectivement, ce sera un peu. Vous allez dire, on aura plus de paiement fiscal, puisqu'ils seront le retour ou. Mais ils auront cessé ils auront tout à apporter. Donc, tout comme on l'évoquait, depuis un peu plus de 2 ans, on est sur le sujet. On a testé notamment
solution jefacture.com. On est en veille à des portes sur les autres plateformes qui sont existantes ou candidates, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a beaucoup de plateformes qui n'existent pas encore, mais qui vont s'autoproclamer plateformes privées, mais qui n'auront pas forcément la demande. Donc on reste vraiment en veille sur ces outils et on fera un deuxième jet de communication comme on le fait aujourd'hui, un peu plus tard dans l'année, normalement en juin, peut-être même aussi en Alors, on septembre. espère juin, Ouais. juillet et peut-être septembre en fonction des plateformes qui vont être Voilà, éligibles. pour vraiment focaliser le discours sur une plateforme plutôt que sur l'autre. Nous, aujourd'hui, on a vraiment la conviction que c'est la plateforme jefacture.com qui est la plus pertinente. Après, en fonction des besoins, enfin de vos besoins, on vous orientera sur une autre plateforme. Du coup, notre objectif, c'est de vous accompagner, comme on le fait au quotidien, mais en plus particulièrement là, sur le sujet qu'on évoque, sur la facture électronique, de vous accompagner à la fois sur le choix de la plateforme, mais également sur l'organisation que ça incombe pour votre structure. On vous enverra ce diapo, parce qu'à la fin, il y a un petit lexique qui permet de comprendre un petit peu les différents mots, les différentes terminologies qu'on a abordées aujourd'hui. Vous pouvez revenir vers nous, bien évidemment, si vous avez plus de questions. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être sur Internet, sur le premier niveau d'information. Est-ce que ça vous a éclairé? Ouais. Si je vous en question, je reviens sur la partie, si on est par exemple une société domiciliée à l'étranger, mais qu'on commerce en France. Alors là, c'est votre société par exemple qui serait domiciliée à l'étranger? Est-ce qu'on a aussi cette obligation de e-invoicing? Non. Ah, de e-invoicing? Non. Et le e-reporting se fait par exemple, non, on parle français. On parle des assujettis français, là. Ouais. C'est des sociétés qui sont en France. Non, mais si toi-même tu es entreprise avec un établissement en Allemagne, quoi. Oui, par exemple. Vous serez soumis à l'obligation allemande. D'accord, ok. Et c'est l'entreprise française, par exemple, qui revend à l'entreprise allemande qui fera le e-reporting à l'État français. Exactement. Okay. Quand on est en France et qu'on envoie en Allemagne, il y aura une notion de reporting. Parce que l'entreprise allemande ne sera pas assujettie française, donc on sera sur le e-reporting. Donc il y aura bien les éléments, des informations à pousser, mais ce ne sera pas l'obligation de. Alors, comment va se passer, ça va se passer pour les facturations des associations et les particuliers qui n'ont pas de tiré? Alors ça, on a commencé un peu à l'évoquer tout à l'heure. Une question de Catherine Lionaz. Comment ça va se passer? Là, on est plutôt dans la notion de e-reporting et non pas de e-invoicing, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ces données de facturation, ces données de flux vont être transmises à l'administration fiscale, pas par une facture, pas par la plateforme, si on passe par la plateforme publique, mais par une autre notion qui s'appelle du e-reporting. Après, si on passe par une plateforme privée, on aura la possibilité d'émettre des factures à des particuliers ou à des associations qui n'ont pas de SIRET directement sur la plateforme privée et cette plateforme finalement pourra gérer la notion qui incombe à la société pour transmettre les informations à l'administration fiscale. Elle serait capable de déceler qu'est-ce qui dépend du e-reporting ou du e-invoicing. Deuxième question de Leslie Kovarel. C'est bien, on a beaucoup de questions. Comment l'obligation des plateformes sera gérée pour les activités internationales? On vient d'y répondre finalement. On vient de l'évoquer. Donc là, ce sera du e-reporting qu'on vient de répondre aussi à la question d'avant. La notion de facturation électronique est vraiment entre deux assujettis en France. Donc si une entreprise en France vend à une entreprise qui est à l'étranger, on sera avec une notion de e-reporting. Voilà. Donc encore une fois, ce qu'on a expliqué, ça c'était peut-être un petit peu plus complexe, mais entre la plateforme privée ou la plateforme publique, une facture qui est émise à l'étranger peut être déposée sur une plateforme privée et la plateforme privée saura identifier si c'est du e-invoicing ou e-reporting. Si l'entreprise française fait le choix d'adhérer à la plateforme publique, il faudra qu'elle gère distinctement les factures émises en France aux assujettis français et qu'elle aille déclarer par ailleurs son e-reporting pour les activités et ventes qu'elle peut faire à l'international ou à des particuliers. C'est ça. Après, pour Fabrice Boulanger, qui a 3 questions, on va les traiter dans l'ordre. Existe-t-il un format standard qui permettra à une API de relier nos ERP aux plateformes? Format de fichier.
Alors là, c'est plutôt une question informatique. Ouais, voilà, ce sera les éditeurs qui vont travailler sur le sujet. Et c'est un format de quoi? On parle d'un format de facture? Alors voilà, si, le format de fichier, alors là, effectivement, là, je peux répondre à votre question, c'est un format standard de facture, puisqu'il est vraiment normé avec un certain nombre de champs. On a évoqué tout à l'heure les 26 informations obligatoires pour la facture électronique. Donc l'API qui va relier une plateforme, qu'elle soit publique ou privée, avec votre ERP, ça, ce sera à l'informaticien de gérer l'API, mais effectivement le format de fichier il sera normé. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a dit il y a 3 formats. On a parlé beaucoup du FactorX parce que je pense que c'est celui qu'on verra le plus dans nos structures en PME, PMI. Après, il peut y avoir IBL et C2I, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Mais peu importe les 3 formats qui sont acceptés et entendus dans la facturation électronique, de toute façon, ils devront tous être gérés sur les plateformes. C'est-à-dire que ces plateformes-là, peu importe le format, devront être capables, dans leur cahier des charges, de traiter ces 3 types de formats. Donc finalement, peu importe, il va falloir que vous soyez sur ces 3 formats, mais les plateformes vont gérer ces 3 formats-là. Alors on va une question de Fabrice là. Notre expérience sur Chorus montre que cela n'accélère pas le traitement. Comme on l'évoquait tout à l'heure, à notre sens, la plateforme publique qui sera gratuite, certes, elle ne va pas gagner beaucoup de temps parce qu'elle ne sera pas forcément adaptée aux spécificités des entreprises. C'est pour ça que il y a déjà un truc, c'est que Chorus et à un moment donné, la plateforme publique, c'est pareil. Il n'y aura pas forcément de lien déjà avec les logiciels de comptabilité. Aujourd'hui, Chorus, parce qu'on l'utilise aussi avec parcimonie sur Access, on l'utilise. Effectivement, je confirme que c'est pas très fluide. On dépose une facture, c'est vraiment pas très fluide. Et pour créer un compte, mettre une facture quand il y a un dysfonctionnement, c'est un peu compliqué de trouver les réponses. Après, ce qui est à peu près certain, c'est que la plateforme publique remplira juste le strict minimum de ce qui est imposé par le gouvernement et ce qui les intéresse eux finalement, c'est de recevoir les flux pour les récupérer et avoir l'information. Mais ils ne vont pas mettre en avant des services pour vous aider vous. Et voilà, on parlait des paiements, on parlait du workflow, on parlait du lien vers la comptabilité pour accélérer le processus comptable. Je pense que ça n'existera pas avec la plateforme publique. On va prendre pas de questions de Nadège. Merci Nadège. Alors la première, le code douanier fait-il partie des mentions pour contrôler les DEL et TVA autoliquidé? Je ne crois pas. Ce que je vous invite à faire, c'est consulter le livre blanc qui est sur notre site internet, partie rubrique facture électronique, qui est assez complet sur la question et qui vient récapituler finalement les 26 champs différents qui seront obligatoires sur la facture électronique. Et puis j'ai envie de dire, même un peu plus loin, si jamais cette question-là, elle n'est pas traitée sur le livre blanc, je vous invite à consulter un de nos 2 fiscalistes qui sans doute répondra à cette question sur le traitement des DEL et TVA autoliquidé. Les champs concernés sont les champs sont tous renseignés sur le livre blanc. Alors les champs, oui, mais c'était je demandais la question sur les DEL, la TVA. Oui, mais c'est pour ça que ça allait avec. Et puis ensuite, donc, le paiement sera tracé et renseigné dans la plateforme. Ça, on a répondu dans la présentation, mais oui, effectivement, on aura cette notion de paiement. Et nous ne pourrons plus faire des factures annulaires en place, mais obligatoirement un avoir et une nouvelle facture. C'est déjà aujourd'hui. On n'a pas le droit de. Quand on annule une facture, il faut obligatoirement faire un avoir pour refaire une facture s'il y a lieu de faire une facture. Donc ça ne va pas changer. On sera obligé de procéder là-dessus. La hantise de nous, cabinet d'expertise comptable, c'est d'avoir 2 fois la même facture avec le même numéro et pas les mêmes éléments à l'intérieur. Normalement, ça ne devrait pas arriver. On va peut-être arrêter le webinaire. Ouais. On vous remercie d'avoir participé. Ouais, merci beaucoup de votre attention, de vos questions.